Bienvenue au studio Frandroid, bienvenue à la DroidCon Paris. Est-ce que tu peux te présenter en Salut. quelques mots? Ok. Moi, c'est Dominique Guinard. Je suis le CTO de Everything, une entreprise basée à Londres et à Zurich qui travaille dans le développement d'objets intelligents. Donc, on aide les entreprises à rendre leurs objets plus intelligents en les taguant et en proposant toute une série de services au-dessus de ces objets. Ok, ça fait combien de temps aujourd'hui que vous existez en tant qu'entreprise? L'entreprise existe depuis 18 mois. Ok. Mais avant de ça, on a fait pas mal de recherches dans le domaine pendant plusieurs années, 7-8 ans en tout, dans le domaine de l'Internet des objets. D'accord. Aujourd'hui, l'Internet des objets, c'est un sujet qui devient à la mode. C'est quoi l'état de l'art aujourd'hui? L'état de l'art. L'état de l'art au niveau commercial ou au niveau recherche? De quoi est-ce que tu préfères nous parler? Je pense que dans la recherche, il y a encore beaucoup de choses qui se font. Au niveau commercial, il y a différentes applications qui commencent à sortir maintenant. Ça dépend de quel niveau tu parles aussi, parce qu'il y a beaucoup de niveaux dans l'Internet des objets. Moi, j'en vois principalement 3. Le premier, c'est de taguer des objets qui sont stupides, entre guillemets. Donc, une bouteille de boisson ou un objet qui n'a pas forcément d'électronique. Ça, tu peux le taguer avec différentes manières, avec différentes méthodes comme des QR codes, des tags NFC, une reconnaissance d'image. Puis ensuite, tu as des choses un peu plus intelligentes comme ce genre de choses qui sont des réseaux de capteurs. D'accord. Qu'on retrouve de plus en plus embarqués dans différents types d'appareils. Avec cette idée que s'ils font partie de l'Internet des objets, ça veut dire qu'ils doivent faire partie d'Internet. Donc une idée d'avoir une connectivité Internet et web à ces objets pour pouvoir par exemple faire de la domotique ou des choses comme ça. Aujourd'hui, les usages, qu'est-ce que ça peut être pour ce genre de... L'Internet des objets, quels usages ça amène selon toi pour le grand public? Je pense que ça dépend justement à quel niveau. Au niveau des objets que tu tags, ça peut amener un certain nombre de services. Peut-être là, dans ce domaine-là, c'est intéressant parce que l'approche de base, c'était simplement de se focaliser sur l'entreprise. Qu'est-ce que ça peut amener à l'entreprise? Est-ce que ça a amené à l'entreprise historiquement, quand l'Internet des objets a débuté, il y a une dizaine d'années, au MIT, c'était l'idée de pouvoir avoir une traçabilité des objets. Ce qui n'a pas forcément plu au commun des mortels, puisqu'ils en gagnaient rien et ils avaient peur qu'ensuite on ait aussi une traçabilité des personnes. Ouais. Donc aujourd'hui, on a un peu un shift à ce niveau-là où on essaye d'avoir des services supplémentaires pour les utilisateurs. Un des services typiquement qu'on a déployé ce week-end, c'est quand tu achètes une bouteille de whisky, tu peux l'offrir à ton père pour la fête des pères. Ok. Et tu scannes cette bouteille, elle est uniquement identifiée. On identifie cette bouteille-là que tu as entre les mains. D'accord. Tu peux y attacher du contenu comme une vidéo personnalisée qu'on crée dans notre système. Ça c'est cool. Tu as fait ta présentation ce matin, il me semble. Le sujet c'était quoi en quelques mots? Le sujet c'était justement d'aller au sein de ces 3 niveaux, donc de passer dans ces 3 niveaux. Le 3e niveau étant vraiment la domotique. Et puis de voir comment est-ce que Android pouvait être au centre de l'histoire. Ouais. Puisqu'en fait, une métaphore que j'ai prise ce matin, c'est que Android c'est un peu le tricorder de... Tu connais le tricorder de Star Trek? Mais on peut éventuellement l'expliquer comme objet. On sait ce que c'est un tricorder. On ne sait jamais. C'est la sorte de téléphone géant qu'utilisait Spock pour identifier tout ce qui se passait autour de lui, identifier les aliens, identifier l'environnement. Je pense qu'Android, c'est un peu la plateforme qui permettra d'identifier le monde physique. D'accord. Pour plusieurs raisons, mais je pense qu'une des raisons principales, c'est que c'est une plateforme relativement ouverte. Google est quand même bien ouvert à l'innovation, même si elle ne provient pas de leur entreprise. Donc je pense que c'est vraiment une plateforme qui est privilégiée pour ça. Peut-être un petit peu... à l'opposé de la plateforme iPhone ou iOS qui est beaucoup plus fermée, c'est beaucoup plus difficile d'interagir avec le monde physique sur cette plateforme. Est-ce que tu as suivi un petit peu Google I.O. cette année? L'année dernière, on avait parlé un petit peu justement de domotique. Cette année, pas du tout. T'es déçu ou est-ce que tu t'y attendais? Comment... Donc tu veux dire Google I.O. 2012? Ouais, on avait parlé un petit
Ou 2012 c'était peut-être ou l'année 11. d'avant. Ouais, peut-être Alors que en c'était l'année d'avant. 2011, c'est là qu'ils ont lancé l'ADK, ce système qui permet en fait, justement basé sur des boards comme ça, de les connecter à un téléphone Android pour faire des choses complètement folles, comme par exemple, ça c'est un détecteur d'ondes électromagnétiques qui est basé sur ce système qu'ils ont montré en 2011. Et puis en 2012, alors ils ont quand même réitéré, puis ils ont montré une nouvelle version de cette plateforme qui permet de créer cette fois-ci des objets. Ils ont montré par exemple un réveil, un radio-réveil qui était intelligent et que tu pouvais connecter. Donc je pense qu'ils sont en train d'évoluer dans ce sens-là, et puis je pense c'est toujours un sujet qui les intéresse. Je pense que c'est un sujet qui les intéresse même plus qu'avant, donc c'est peut-être pour ça qu'on en entend moins parler aussi. Parce qu'ils travaillent. Parce qu'ils travaillent. D'accord. Toi, dans la communauté aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'il y a suffisamment de gens qui s'intéressent au matériel? Parce qu'il y a énormément de choses pour le monde du software, des conférences, du contenu sur le web, etc. Dès qu'on va un petit peu vers le matériel, c'est plus difficile de trouver de la littérature sur le web, c'est plus difficile de trouver des intervenants. Comment est-ce que tu vis la chose? Est-ce que tu trouves que c'est parce que c'est un sujet plus difficile ou... Je pense que c'est un sujet qui est moins gratifiant, disons, parce que pour créer du matériel, tu as vraiment besoin déjà de beaucoup d'expertise. Tu peux pas forcément te lancer très facilement seul. Tu as besoin aussi de beaucoup de matériel. Et puis aussi, c'est moins gratifiant parce que ça prend beaucoup plus de temps. Donc, pour créer du matériel, il faut des mois, voire des années, jusqu'à ce que tu voies ton prototype. Tu dois l'envoyer en Chine, se faire produire en Chine, ou le produire dans un gros labo ici, mais c'est rare. Et puis ensuite, tu vois ton prototype final qui en général ne marche pas, tu dois réitérer, etc. Tandis que le software, tu es beaucoup plus flexible, tu peux beaucoup plus... Est-ce que ça, c'est pas en train de changer avec justement l'avènement de l'impression 3D et les Fab Labs? Ouais, alors je pense, mais l'impression 3D, c'est cool, mais ça permet de... Ça permettra pas de faire des circuits, ça on permet est bien d'accord. Imprimer les boîtiers. Oui. Même s'il y a des gens qui ont réussi à imprimer des tags RFID, donc ça, gentiment, on arrive même à imprimer un peu d'électronique. Mais si tu prends Si tu vas dans un Fab Lab et que tu crées ton boîtier ou ton prototype et qu'à l'intérieur tu mets un Arduino, tu peux déjà commencer à faire des choses intéressantes. Et ça, c'est très simple à programmer. Si tu veux, c'est l'électronique pour les nuls. Donc ça, c'est beaucoup plus simple. Et c'est bien parce que les nuls, on est nombreux. Comme moi, j'ai aucune idée en électronique. Et du coup, ta compagnie, Everything, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Tu disais, elle accompagne les clients dans l'Internet des objets. Concrètement, comment ça se passe? Alors concrètement, je pense qu'il faut voir l'entreprise à deux niveaux. Le niveau actuel où on déploie la plupart des projets, c'est parler à des grandes marques qui produisent pas des millions, mais des milliards d'objets par année. Ok. Tu peux penser Nestlé ou ces grandes entreprises. Dont une, par exemple, avec laquelle on travaille, c'est Diageo. Diageo, c'est le plus grand producteur d'alcool fort au monde. D'accord. Et eux, ils voulaient justement pouvoir avoir une identité virtuelle pour leurs objets. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à mettre en place déjà l'identifiant qui permet d'identifier ces bouteilles. Et puis ensuite, on crée des applications et on a une plateforme qui permet de créer ces applications. Maintenant, ce qu'on fait aussi, c'est que cette plateforme, on l'ouvre aussi au monde des hackers et des tinkerers qui peuvent connecter leurs prototypes, comme celui-ci qui est connecté, où on a environ 600 développeurs. Pardon. 600 développeurs. Moi, j'ai pas suivi ce qui se passait. Oui, sous le micro, je crois. Ah, d'accord. Ok, donc 600 développeurs qui utilisent ce système pour créer leurs prototypes. Et, ça va de la domotique jusqu'à le monitoring des oiseaux dans tel ou tel pays. Ok, donc ça peut être très très vaste. Et en termes de perspective de marché, est-ce que tu trouves que c'est un sujet qui monte? Et si oui, est-ce qu'il monte suffisamment vite à tes yeux? Au niveau des objets et du tagging des objets courants, je pense que ça monte très vite. Parce que je pense que les entreprises ont compris la valeur, elles ont compris qu'elles pouvaient donner quelque chose à leurs clients, et elles ont compris aussi qu'elles pouvaient obtenir des données à partir de ce genre d'application. Pour ce qui est de la domotique et plus du sensor network, ça bouge un petit peu plus lentement. Parce que ça demande plus d'expertise, mais aussi parce que les gros lobbies sont focalisés en général sur leurs standards. Et ces standards sont des standards propriétaires qui ne sont pas forcément très ouverts à l'innovation externe.
Mais c'est en train de changer. Si on regarde Samsung par exemple, qui récemment a annoncé que la plupart de ses téléviseurs utiliseraient plus que des protocoles web, auraient un serveur web intégré, et si tu veux créer une application pour leur... Ça rend les choses beaucoup plus faciles. Exactement, ça rend les choses faciles. iOS qui intègre toujours pas le NFC, c'est un handicap pour vous? C'est clairement un handicap. Ouais. On travaille beaucoup avec le NFC, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, ça permet vraiment de faciliter les choses. On a fait une grosse étude utilisateur qui montrait que le NFC c'est clair, c'est ce que les gens veulent pour pouvoir taguer les objets. Le problème c'est que tant qu'iOS n'aura pas NFC, ça ne va pas décoller. Et un monde de capteurs, t'y crois, c'est facile, ça a une valeur, les gens n'ont pas peur? Il y a beaucoup de questions. Je m'excuse. C'est facile, non, mais on peut le rendre plus facile. Si j'y crois, je pense que oui. Est-ce que les gens auront peur? Je pense que oui. Je pense qu'ils auront peur, mais pas toujours à raison. Donc il faudra bien analyser les choses, il faudra bien les rassurer, leur expliquer ce qui se passe. Et puis je veux dire, il faut pas non plus être... il faut pas non plus se leurrer. C'est clair que quand on a un téléphone mobile dans sa poche, on a déjà le tracker le plus puissant qui existe dans sa poche. Exact. Et c'est déjà utilisé aujourd'hui par les gouvernements. Et est-ce que tu crois que justement il y a besoin de plus de cadres légaux justement à propos de l'utilisation des données qui sont issues des capteurs, nos téléphones, mais aussi des autres objets? Ou est-ce que tu crois que ça doit venir de la pression du consommateur? C'est une question assez difficile. Je pense qu'il faut qu'il y ait un certain cadre légal quand même. Il ne faut pas tout permettre non plus. Et puis je pense qu'il faut surtout avoir une balance entre qu'est-ce que l'utilisateur peut en retirer et qu'est-ce qu'il doit donner en contrepartie. Facebook, c'est un bon exemple. C'est sûr. Je pense que tu as aussi un compte Facebook comme les 3/4 de la planète et tu le fais parce que tu réalises que la balance est finalement positive pour toi. Jour où les gens réalisent que la balance est plus positive, ils seront on l'espère, à même de faire un opt-out. Dernière question, qu'est-ce que tu attends de ces 2 jours de DroidCon? J'attends de rencontrer plein de développeurs motivés, de comprendre en quoi on peut les aider, parce qu'on a lancé récemment notre plateforme Android, notre SDK Android, et j'aimerais comprendre qu'est-ce qu'ils voudraient pouvoir faire avec, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer, et puis aussi de voir plein d'idées inspirantes. Ok. Bah écoute, merci Dominique pour cette entrevue. Merci. Et puis on se recroise dans les couloirs de la DroidCon. Ok.